On va parler de mémoire traumatique. Et je vais vous expliquer en fait en 3 étapes là, comment fonctionne la mémoire. Donc, on a cette première étape qu'on dit qui est l'encodage, qui est la mise en mémoire de l'information. Le stockage, c'est la consolidation. Donc, le cerveau, à cette étape-là, va répéter automatiquement une information jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment ancrée dans notre mémoire pour être retenue pendant longtemps. Et le rappel, 3e étape, c'est le processus qui permet à une information d'être extraite de la mémoire. Lors d'un stress extrême, l'encodage, donc la mise en mémoire de l'information contextuelle, va être sévèrement perturbée et ça va influencer la nature du souvenir traumatique. Donc, le souvenir, on va le voir tantôt, mais il devient mal élaboré, mal encodé. Il va être intégré de façon inadéquate dans la mémoire autobiographique et ça va aussi expliquer les difficultés de récupération intentionnelle du souvenir. Les hormones de stress, donc l'adrénaline, noradrénaline, cortisol. Donc, les hormones de stress facilitent la formation de mémoire dans un contexte émotif, un contexte qui peut être positif ou négatif. Et les hormones de stress sont utiles, hein, elles assurent notre survie. Donc, ça permet de nous rappeler ce qui est dangereux pour éviter d'y faire face à nouveau. Alors, si votre enfant s'est déjà brûlé sur un rond de poêle, ben, je peux vous garantir qu'il ne mettra plus jamais sa main là, hein, parce que justement, son cerveau va lui rappeler que ça, c'est dangereux. Donc, en même temps, on pourrait se dire, bon, ben ça, c'est la bonne nouvelle. Notre cerveau assure notre survie comme ça. Mais en même temps, dans le stress post-traumatique, ça fait en sorte que ça va causer des souvenirs, des fois, qui sont indélébiles, des souvenirs qui ne veulent pas s'effacer. Donc, tu sais, on a des gens, par exemple, qui vont nous dire, ben moi, Mélissa, ça fait déjà 20 ans que je vis avec mon stress post-traumatique, puis le souvenir, c'est comme si c'était hier. Donc, le souvenir est encore très vivide à cause justement des hormones de stress, entre autres. En même temps, il existe quand même un paradoxe de la capacité de rappel parce que d'un côté, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on sait que c'est plus facile de retrouver un souvenir lorsqu'il est chargé en émotions. Alors, si jamais vous avez fait faillite, ben, je pense que vous risquez là, de vous en rappeler. Ça n'a sûrement pas dû être une expérience très agréable, donc une expérience qui est négative, donc vous vous en rappelez. Mais si le souvenir est trop chargé émotionnellement, donc trop de cortisol, il va être plus difficile de s'en rappeler. Donc, si vous avez subi des traumas, c'est possible que vous ne vous en souveniez pas. Les souvenirs sont organisés de manière différente s'il s'agit d'un événement traumatique ou non. Donc, une mémoire qui n'est pas traumatique va être catégorisée, classée, organisée. On a du contrôle quand on veut aller chercher une information précise. Alors que la mémoire traumatique, elle est fragmentée, désorganisée. Il peut y avoir des bouts qui manquent, parfois inaccessibles, figés dans le temps. Donc, les gens vont nous dire c'est comme si c'était hier le trauma. Une mémoire qui est vivide, qui implique souvent les 5 sens. Les gens ont l'impression de revivre le trauma quand ils y pensent. Donc, cette notion aussi de flashback. Une mémoire qui est souvent non verbale. La victime enregistre l'expérience traumatique sous forme d'images, de sensations, d'émotions, d'impressions. Donc, lors d'un événement traumatique, on a une super capacité à se rappeler des aspects émotionnels et sensoriels, mais on a des difficultés à se rappeler le contexte et les détails de l'événement. La mémoire traumatique, si on fait une analogie pour les gens, c'est comme une garde-robe en désordre. Donc, à gauche, vous avez la garde-robe, c'est un petit peu pêle-mêle. Il y a les couvertures avec les vêtements, il y a des boîtes là-dedans, il y a des livres en bas.
Et puis là, ben, quand on fait la thérapie, moi j'utilise beaucoup cette analogie pour dire la thérapie, le traitement du stress post-traumatique ou des traumas, c'est justement, on va faire du ménage dans la garde-robe, on va analyser, décortiquer tout ce qui s'est passé, puis on va replier les morceaux et les placer, les classer au bon endroit. Donc le traitement du stress post-traumatique, dans le fond, implique de justement venir agir sur la mémoire traumatique pour lui amener une cohérence et de l'ordre, finalement. Donc, la théorie, maintenant, je vous présente la théorie du cerveau triunique de Paul MacLean. En fait, c'est un modèle qui est controversé, mais je trouve quand même très utile pour comprendre facilement les trois cerveaux. Alors, Paul MacLean, dans le fond, dans sa théorie, indique que le cerveau humain s'est développé à travers l'apparition successive au cours de l'évolution de trois cerveaux distincts. Donc, on a commencé par développer notre cerveau reptilien, qui est le tronc cérébral, qui assure nos réflexes, notre survie, les fonctions vitales. Et ensuite, le cerveau limbique, le cerveau donc émotionnel se serait développé. Le cerveau limbique, on va en reparler, mais il joue un rôle important dans nos comportements et dans nos émotions et implique aussi la formation de la mémoire. Et ensuite, donc le néocortex. Donc ici, ce cerveau-là nous permet de penser, de réfléchir, d'avoir une pensée abstraite. C'est là aussi qu'il y a le langage. Donc, trois cerveaux. Et nous, on va s'intéresser davantage, là, pour comprendre le trauma, au cerveau limbique. On appelle ça aussi le système limbique. Le système limbique, ou notre cerveau qui est émotionnel, on va en fait nous s'intéresser à différentes structures, le thalamus, l'hippocampe et l'amygdale. Donc, on va s'intéresser ensemble à ces structures-là. OK, alors, j'essaie de faire ça simple pour vous. Donc, on va dans le graphique, on va aller à gauche. Vous voyez le cercle thalamus sensoriel. Il y a comme une bulle rose. Alors, on va partir de là dans le schéma. Donc, le thalamus, c'est cette partie du cerveau qui capte le message qui provient de nos 5 sens. Donc, la vue, l'ouïe, le goût, donc tous nos 5 sens. Donc, le thalamus capte le message envoyé par les 5 sens. Alors, je vous donne un exemple. C'est vendredi soir, vous êtes seul à la maison, il est rendu, je sais pas, 10 heures le soir. Et là, vous entendez un bruit soudain qui semble provenir de votre balcon. Donc là, l'information, le bruit est capté par le thalamus qui va transférer l'information à votre amygdale. Et l'amygdale va répondre à ça. Mais le thalamus, en fait, il peut décider de prendre la route courte pour envoyer l'information à l'amygdale ou la route longue. Donc, on va parler d'abord de la route courte. Donc, l'amygdale détecte le danger et sonne l'alarme. J'avais oublié je vous avais mis des petits icônes. Donc, le thalamus, là, c'est celui c'est comme notre analyste à l'intérieur de nous-mêmes, qui analyse les données des 5 sens. Donc là, on dit que notre analyste envoie l'information à l'amygdale qui sonne l'alarme. Donc là, l'information, il y a eu un bruit sur le balcon. Alors là, l'information est transmise au système nerveux sympathique qui va prendre action. Il va décider, c'est-tu le temps de fuir, de se cacher, de foncer? Donc là, peut-être que ma décision rapide va être de « OK, j'entends un bruit, je suis toute seule à la maison, c'est 10 heures le soir, OK, je vais aller me cacher. » Bon, ça pourrait être une réponse que je fais. Le désavantage de cette transmission d'informations à l'amygdale par la route courte, c'est que la route courte, elle est moins précise. Donc, j'agis en fonction d'une émotion, la peur, mais je n'ai pas le contexte pour savoir si le bruit est vraiment menaçant ou pas. Donc, c'est comme une discrimination qui est très grossière des objets menaçants. C'est utile quand il y a un vrai danger, parce que là, j'ai besoin de gagner plusieurs secondes pour aller fuir ou faire un instinct de survie qui va être adapté. Mais là, ici, des fois, ça peut nous jouer des tours.
Donc, en même temps qu'il se passe ça, il y a aussi la route longue qui va transmettre de l'information. Donc là, le thalamus a capté le bruit sur le balcon, envoie l'information donc au cortex, donc par la route longue, qui est plus précise, hein, elle est plus longue, elle prend plus de temps, mais c'est quand même plus précis. Puis là, ben, notre cortex va se mettre à réfléchir. Donc, l'information du bruit se transmet au cortex préfrontal. Lui, il prend le temps d'évaluer la situation, de traiter les informations pour prendre une décision. Est-ce que c'est vraiment dangereux le bruit que j'entends sur mon balcon? Bon, bien là, je vais avoir besoin de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est ma mémoire. C'est comme un classeur dans ma tête qui me permet de prendre une décision informée en fonction de toutes mes expériences passées qui ont été classées. L'hippocampe m'aide à interpréter et contextualiser l'information. Est-ce que ce bruit-là, il est dangereux? Bon, attends, je vais aller fouiller dans mes dossiers. Ah non, le bruit sur le balcon, ben non, je connais ce bruit-là. C'est un bruit qui est familier. Oui, oui, ce bruit-là, c'est la poubelle du voisin qui vient de tomber. Hein, il y a eu du vent, puis souvent, elle tombe. Ah, OK. Donc, le bruit, c'est pas dangereux. Je peux relaxer. Donc, l'hippocampe fournit un contexte à l'amygdale et dit à l'amygdale, bon, OK, écoute, c'est la poubelle du voisin qui vient de tomber, c'est ça le bruit. Ah, OK. Donc là, l'amygdale finalement dit, OK, non, on annule, il n'y a pas d'alerte, on peut se calmer. Donc, sauf que là, lorsqu'il y a un trauma, le thalamus envoie constamment des informations erronées à notre amygdale, puis l'amygdale va être suractivée et donc va constamment dire à notre système nerveux sympathique de réagir parce qu'il y a vraiment un danger, alors que peut-être qu'il n'y a pas de danger. Donc, ça, c'est le problème, on pourrait dire, dans le trauma. Si ça vous intéresse, là, des fois, c'est bon d'avoir différentes façons d'encoder l'information, justement. Donc, je me suis vraiment inspirée de Russ Harris pour vous présenter les structures anatomiques du système limbique. Donc, vous pouvez aussi aller voir, j'ai mis les liens vidéo en dessous de la diapo. Fait que si on reprend ça, là, notre amygdale, hein, son rôle, c'est d'évaluer les stimuli qui rentrent par le thalamus. Ensuite, elle envoie un signal de danger à notre système nerveux. Puis, quand on est en stress post-traumatique, après un événement traumatique, là, elle est suractivée, l'amygdale. L'hippocampe, elle, son rôle, elle va être impliquée dans la mémoire déclarative, hein, c'est le classeur. Donc là, il y a tous mes souvenirs qui sont classés et ça fournit un contexte au cortex pour que le cortex, s'il y a des faux signaux de danger, il va pouvoir les inhiber. Donc, par exemple, là, le bruit, ben, c'est un faux signal de danger, c'est juste la poubelle qui est tombée, donc ce n'est pas un bruit qui est dangereux, qui annonce là, une menace. Sauf que quand on est en stress post-traumatique, notre hippocampe n'arrive pas à fournir de contexte parce qu'elle est inhibée par notre amygdale. Puis le cortex préfrontal, hein, donc, permet là, justement, habituellement, de réguler puis d'inhiber l'amygdale. Donc là, le cortex, hein, c'est comme la partie calme de notre cerveau qui nous aide à réfléchir, peut donc être impliqué dans l'extinction de la peur. Sauf que lorsqu'on a vécu des événements traumatiques, il y a une sous-activation du cortex et on n'arrive plus à faire une évaluation juste et précise des situations. On n'arrive pas à déterminer est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas dangereux. Et dans le stress post-traumatique, on n'arrive pas, le cortex n'arrive pas à éteindre l'amygdale qui, elle, est suractivée. Donc, après des traumatismes répétés, le cerveau là, va devenir orienté vers la survie. On appelle ça aussi un survival brain. Et qu'est-ce qu'un survival brain? Ben, notre cerveau va devenir un bon détecteur de menaces. Mais à ce moment-là, il n'y a jamais accès au cortex, qui est comme la partie de mon cerveau qui est en train de réfléchir, en train de penser. Donc, je deviens hyper vigilant. J'ai développé donc de la peur à différents objets, stimuli qui ont été conditionnés. On en reparlera du conditionnement de la peur. Puis, quand j'ai vécu plusieurs traumatismes répétés, je n'arrive pas à éteindre la réponse de peur.
Et quand je fais face à des déclencheurs, un bruit, une personne qui ressemble à l'agresseur, une chanson, en fait, il y a tellement de déclencheurs là, qui existent, bien, ce sont des éléments, des stimuli qui peuvent réactiver les mémoires implicites de trauma et de peur. Je vais vous en reparler là, des déclencheurs. Donc, quand on est exposé de façon répétée à des traumas, notre thalamus prend toujours la route courte. Hein? Notre cortex qui pense, on n'a plus accès au cerveau pensant. Donc là, on fait des raccourcis hein, parce qu'on est en mode survie. Mais ça devient en fait mal adapté d'une certaine façon parce qu'on se met à avoir peur de choses qui ne sont pas nécessairement dangereuses. Une autre façon d'expliquer aux gens qui ont vécu des événements traumatiques comment le cerveau réagit, c'est d'expliquer ce modèle du cerveau dans la main, le End Model of the Brain de Dan Siegel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si tout va bien, hein, si je suis calme, réfléchie, je suis au repos, on met notre main comme ça, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que je ne me vois pas moi-même, mais on met notre main, donc ici, on flippe nos doigts. Donc ici, c'est comme notre cortex avec nos yeux. Donc ça serait le derrière de notre tête. Donc là, alors nos yeux sont vraiment ici. Donc ça, c'est notre cortex. Donc là, tout est beau, tout est calme. Je suis capable de réfléchir, ça va bien. Sauf que quand on a été traumatisé à répétition, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas accès au cortex. Hein? On n'a plus de cortex. C'est comme si le cortex, déjà, il n'y en a pas. Et ça, c'est notre hippocampe hein, qui fournit le contexte, c'est-à-dire notre classeur de souvenirs qui me dit « Mélissa, le bruit, là, c'est la poubelle du voisin qui vient de tomber sur le balcon, c'est pas dangereux. » J'ai plus d'hippocampe. J'ai juste mon amygdale, donc cette partie ici, qui constamment réagit. Donc, ce qu'on veut faire avec les gens qui ont vécu des traumas, c'est apprendre à remettre du contexte et refermer la main pour arriver à réfléchir, à se calmer. Comment qu'on fait ça? On va faire ça en utilisant des méthodes pour apaiser notre système nerveux pour avoir accès à cette route qui est plus longue. Les moyens pour calmer le système nerveux, on va y revenir, mais ça va être la respiration, entre autres, qui va être un moyen efficace pour remettre un petit peu de cortex. Parce que quand on est trop activé, on n'a plus cette capacité de réfléchir. Donc, on n'est pas capable de prendre des décisions. On agit sous l'impulsivité, sous les émotions. On est vraiment porté par les instincts de survie. Je vous parlais tantôt là, des déclencheurs, justement, puis du conditionnement de la peur. Je vous montre le modèle de FOA, donc la structure de peur. En fait, ici, je vous montre un modèle où, avant qu'une personne vive un événement traumatique comme une agression, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Alors, si on regarde ça, ben, on a cette bulle danger dans le milieu du schéma, puis tout en haut, l'agression physique. Donc, avant, si je n'ai jamais vécu d'agression physique, ben moi, je peux conceptualiser quand même que si jamais ça m'arrivait, une agression physique, ça serait comme dangereux. En même temps, ici, on a d'autres éléments. Puis, si on n'a jamais vécu d'agression, ben, les autres éléments sont neutres. Hein? La neige, peut-être que, en fait, je trouve ça beau, la neige. Une chanson de, je sais pas, Jean-Pierre Ferland, je sais pas. Ça peut être agréable. Porter un foulard, oui, j'aime ça, porter des foulards. Le parfum, j'aime le parfum. Bon, les hommes de petite taille, bon, je sais pas. OK, c'est neutre, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'association avec ces éléments-là. Mais supposons que je vis une agression. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Supposons que l'agression physique s'est passée alors qu'il neigeait. Hein? C'était une journée où il y avait beaucoup de neige. Il y avait une chanson qui jouait en arrière-plan. Cette fois-là, mon agresseur il a mis la main à mon cou, me serrer le cou. J'avais de la misère à respirer. Il portait un certain parfum. Puis, c'est un homme de petite taille qui m'a agressé. Bien, ça se peut qu'après l'agression, je fais des nouvelles associations avec le danger. C'est-à-dire que tous les éléments présents pendant l'événement, dans mon cerveau, ces éléments-là m'annoncent que c'est dangereux. Donc, la prochaine fois que je vais voir la neige tomber, mon cerveau va se rappeler que
Ça, c'est dangereux parce que la dernière fois, il y avait une agression qui a suivi. Hein, ou peut-être que si j'entends la chanson, je vais me mettre à réagir avec de la peur parce que mon cerveau se rappelle qu'il y a eu une agression qui jouait lors de cette chanson-là. Le parfum de l'agresseur, juste sentir ce parfum-là à nouveau pourrait réactiver la peur, puis je serais tentée de vouloir fuir une situation. J'avais une cliente qui me disait, moi, Mélissa, je ne peux pas porter de foulard parce que ça me rappelle trop la sensation d'étranglement. Porter un foulard, ça serre la gorge. Donc maintenant, je ne porte pas de foulard. Bon, ça va l'été, mais là, l'hiver, peut-être ça serait le fun de pouvoir porter un foulard, mais là, non, je suis incapable de porter un foulard. Donc, vous voyez comment la personne en vient associer, en fait, en vient à attribuer une signification de danger à des éléments qui, à la base, ne sont pas dangereux. C'est juste que ces éléments-là étaient présents en même temps que l'agression. Donc, ce qu'on veut faire en thérapie, justement, c'est de défaire ces associations de danger. Donc, on voudrait que la personne, une fois que la thérapie est terminée, qu'elle puisse retrouver, dans le fond, une flexibilité et qu'elle soit capable de discriminer mieux le danger. En fait, ici, qu'est-ce qui est vraiment dangereux? C'est, bon, l'agresseur, l'agression physique, ça, c'est dangereux. Mais les autres éléments qui étaient présents en même temps ne sont pas dangereux en soi.